Denis Charbit, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, nous avons besoin de votre éclairage ce matin pour nous permettre de mieux comprendre un peu ce qui s'est passé la nuit dernière à la Knesset avec ce vote en première lecture de la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot, ou certains diront sur le non-enrôlement des élèves des yeshivot. On se pose la question d'abord, pourquoi finalement le parti Yesh Atid, qui siège d'ordinaire dans l'opposition, a voté en faveur de cette loi, alors qu'il avait peut-être une occasion, même si au niveau des calculs, c'est pas tout à fait précis, il avait peut-être une occasion de faire chuter le gouvernement, ou au moins de l'affaiblir. Il a voté avec le gouvernement, alors que de notre côté, eh bien, les partis orthodoxes, eh bien, eux, ont voté contre. Alors, expliquez-nous un peu ce qui s'est passé hier. Alors, effectivement, la Knesset a décidé de voter en première lecture. La loi n'est pas encore définitive. Oui. Le projet de loi concernant l'enrôlement donc des étudiants des yeshivot, donc de ce qu'on appelle les orthodoxes ou les ultra-orthodoxes en Israël, et ceci parce que, et là je dirais que avant d'examiner les raisons politiques du choix de Yair Lapid, le président du parti Yesh Atid, effectivement qui est dans l'opposition, il faut bien comprendre qu'il a résolu, je dirais, un problème majeur, puisque il faut pas oublier que c'est la Cour suprême qui a estimé que la loi qui était en vigueur et qui permettait de dispenser, je veux dire, allègrement et sans retenue et sans état d'âme, toute jeune personne de ce monde ultra-orthodoxe avait exigé que la loi soit votée avant septembre 2018. Oui. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle sera peut-être votée en septembre, mais dans la mesure où la première lecture déjà a été faite, d'une certaine manière, cela donne un peu de temps au gouvernement et à la Knesset pour... Ils ont l'intention apparemment de faire en sorte de la voter en seconde et troisième lecture d'ici la fin de la session d'été. Exactement, de la session parlementaire. Alors, ça c'est important. Alors d'abord, expliquez-nous la différence de version entre celle qui a été invalidée par la Cour suprême et celle qui a été votée hier. Alors, en fait, il y a plusieurs différences. Alors, je dirais que tout le débat porte sur l'importance de ces différences ou au contraire la minorisation ou la sous-estimation de ces différences pour mieux narguer Yair Lapid. C'est-à-dire que, alors, les grandes différences touchent, je dirais peut-être la différence essentielle, touche au caractère des sanctions qui seront prises contre les yeshivot si elles ne fournissent pas annuellement et au bout de 3 ans, pendant 3 ans elles seront dispensées, si j'ose dire, de tenir leurs engagements, mais au bout de 3 ans, si les yeshivot ne tiennent pas leur engagement d'affecter une partie de leurs élèves à la conscription militaire, eh bien il y aura donc des sanctions. Mais dans la précédente loi, c'était des sanctions judiciaires, des sanctions qui auraient conduit ces yeshivot devant un tribunal, là où aujourd'hui on ne parle que de sanctions civiles, c'est-à-dire des sanctions financières. Vous ne bénéficierez pas davantage que l'État affectait à ces yeshivot, donc vous serez, les yeshivot seront affectés sur le plan financier, mais il n'y aura pas de procès, on n'intentera pas un procès et personnellement au directeur, au responsable, à l'autorité religieuse ou administrative de la yeshiva. Voilà, je dirais, la grande différence entre les deux. Comme Yair Lapid, et c'est pour ça que vous aviez raison de le souligner, comme Yair Lapid avait fait de ce caractère judiciaire de ces sanctions, je dirais, la pierre de touche de son projet en 2013, le fait qu'il vote pour cette loi alors que précisément le caractère de ces sanctions s'est modifié, a tout à fait changé, il n'est plus de même nature, eh bien certains crient, on va dire, à la trahison, et notamment à gauche, là où dans son parti et peut-être sans doute à droite, on estime qu'il a fait preuve d'une certaine responsabilité. Après tout, Lapid n'est pas au gouvernement et il est assez clair que le projet de loi ne pouvait pas ressembler à celui qu'il avait voté et qui, il faut bien dire les choses, qui avait été abrogé aussitôt la coalition de 2015 établie entre le Likoud et les partis ultra-orthodoxes. Alors, lorsque l'on lit la presse israélienne de ce matin, eh bien, on remarque une chose, c'est que les éditorialistes, les commentateurs, eh bien, affirment que tout cela n'est qu'un jeu politique et que quelque part, les partis orthodoxes ont voté contre, comme il l'avait dit, mais qu'en coulisses, eh bien, ils ont
ils se sont frottés les mains de voir que finalement, grâce à Yair Lapid, cette loi allait passer. Alors, la question, pourquoi ce double jeu de la part des partis orthodoxes, finalement, est-ce que cette loi qui a été, ça il faut le rappeler aussi peut-être, rédigée par le ministère de la Défense, en fait, par les experts du ministère de la Défense, qui a été validée par le chef d'état-major de Tsahal, est-ce que cette loi, finalement, n'a quasiment aucune chance d'enrôler des élèves des yeshivot contre leur gré? Vous savez, c'est effectivement la vie politique nous réserve toujours des surprises et on sait très bien qu'une loi, même lorsqu'elle est votée, il y a des modalités d'application. Une loi n'est pas votée et aussitôt elle est appliquée. Il y a des modalités d'application et bien entendu que ça crée un jeu qui permettra d'assouplir ou au contraire de durcir la loi, même si elle est votée telle qu'elle est aujourd'hui. Alors bien entendu, les ultra-orthodoxes ne nient pas qu'ils jouent un double jeu, puisqu'ils sont allés en coulisses, se sont rendus compte que Yair Lapid avait bien donné l'ordre aux membres de son parti de voter pour, et à ce moment-là, ils sont rentrés pour voter contre. Pourquoi? Parce que si on vote contre, alors à ce moment-là, il y a une crise gouvernementale, puisqu'on ne peut pas voter contre, le sens même de la responsabilité collective du gouvernement, c'est qu'on peut discuter au gouvernement, mais une fois qu'un projet de loi est entériné par le gouvernement, et ça a été le cas, à ce moment-là, tout le monde doit voter pour. Alors, du coup, une fois comme le projet... Est-ce que je me trompe, ou c'était aussi une motion de censure? C'est-à-dire qu'il y avait bien sûr. Un risque que le gouvernement... aurait dû tomber, effectivement, puisque c'était la demande de Avi Gabay, je dirais, pour compliquer encore un peu plus la tâche de Yair Lapid, qui s'est retrouvé en quelque sorte soutenir une motion de confiance au gouvernement actuel. Donc c'est vrai que, je dirais, pour un dernier mot, je dirais que là, en vérité, et il faut le dire à nos auditeurs, le vrai problème, ce n'est pas la dispense du travail militaire. Le vrai problème du marché économique israélien et donc de l'État d'Israël, c'est qu'on veut que la force de travail du monde orthodoxe soit bien supérieure à celle qu'elle est aujourd'hui, c'est environ 34%, on veut que ça atteigne les 50%, on veut que un orthodoxe sur deux, voire 2 orthodoxes sur 3 dans les années à venir. Autrement, c'est, je dirais, le marché économique, la croissance israélienne qui est en danger. C'est ça le vrai problème, et c'est celui-là qu'on essaye de résoudre par ce problème-là, parce qu'effectivement, lorsqu'on passe à l'armée, il y a tout d'après ce que j'ai lu, il y aura tout un système de formation professionnelle au sein de l'armée pour encourager ces jeunes-là, qui sont pas forcément des gens brillants en études rabbiniques, en études de Gemara, puissent se retrouver sur le marché du travail et mettre fin à cette pauvreté volontaire qui caractérise, il faut bien le dire, une grande partie de la population orthodoxe, même si cette pauvreté-là, puisqu'elle est volontaire, ne les conduit pas à protester contre leurs conditions de vie. Alors encore une dernière question de politicienne. Est-ce que vous croyez que Yair Lapid a soutenu ce projet de loi avec, on va dire, il y a eu une sorte d'alliance presque contre nature entre Lapid et les orthodoxes afin que lui vote en faveur de cette loi, eux votent contre cette loi, peut-être dans une perspective où après des élections et avec un éventuel départ de Binyamin Netanyahou, Yair Lapid puisse envisager de former un gouvernement avec des orthodoxes, ce qui peut paraître un peu je n'irai pas jusque-là. Je pense que cette affaire permet à Yair Lapid d'abord d'être au centre de l'actualité, ce qui manquait déjà depuis quelques mois, même s'il est critiqué, et vous l'avez noté tout à l'heure, Daniel. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et vous l'avez également dit, et je le reprends, n'oublions pas, cette loi a été élaborée par le ministère de la Défense, avec l'approbation du chef d'état-major. Quand vous voulez apparaître pour un ministre, pour un premier ministre, un futur premier ministre, on va dire au centre, avoir le soutien, dire j'ai soutenu un projet qui a été consenti par le ministère de la Défense, ça peut vous donner certaines, je dirais, voilà. Et puis ça permet aussi d'apparaître comme celui qui est pas systématiquement contre, mais qui sait être constructif. Je veux dire, c'est vrai que là on entend plutôt des critiques de Yair Lapid plutôt que des éloges, mais je suis pas sûr, vous savez, la critique médiatique n'est pas forcément la critique de l'opinion publique, et il n'est pas sûr qu'il ne s'en sorte pas bien en disant, finalement,
j'ai pensé que c'était, on va dire, le mieux est l'ennemi du bien. Voilà. Et donc, c'est pas celui que Lapide avait élaboré en 2013, mais c'est finalement une version un peu atténuée, un peu corrigée, et j'ai fait preuve de responsabilité publique et nationale, et il n'est pas sûr qu'il n'en garde pas ou il n'en tire pas un certain profit politique après, je dirais, 2-3 mois de désert politique avec le transfert de l'ambassade, avec l'abrogation du décret sur l'Iran. Il était en bonne position, il a été affaibli, et là il revient en quelque sorte au premier plan, et ça peut être quelque chose, parce que finalement, c'est pas qu'on a envie de sortir, comme vous disiez au début de l'entretien, c'est pas qu'on a envie de sortir avec la police, les étudiants des yeshivot, on veut simplement un peu plus d'égalité, voire je dirais de sentiment d'égalité entre tous les jeunes juifs de ce pays, et donc cela suppose effectivement une bonne fois pour toutes de régler ce problème, sinon totalement, en tout cas, d'être dans la direction, en voie de le régler. Eh bien, Denis Charbit, merci beaucoup de nous avoir éclairé donc sur ces développements parlementaires de la nuit dernière. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita et bonne journée. Shalom.